Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube de l'ESA d'Angers pour ces cinquièmes rendez-vous de l'agriculture connectée. Un certain nombre d'entre vous étiez déjà présents ce matin, peut-être d'autres nous rejoignent. Je vous expliquerai au fur et à mesure les petits codes qui vous permettront d'interagir avec nous et avec nos intervenants au fur et à mesure de l'après-midi. Alors, dans la table ronde de ce matin, il a été largement question de la question des contributeurs sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils? Sont-ils représentatifs de la société française? Sont-ils organisés, etc. À travers ces questions se pose en fait la question de la valeur de cette nouvelle opinion publique numérique. La conférence qui va suivre de Baptiste Cotras va nous apporter justement des réponses extrêmement pertinentes sur cette question de la mesure des opinions sur le web. Baptiste Cotras est chercheur en sociologie, docteur en sociologie. Il vient d'être embauché récemment à l'INRAE pour travailler sur la question du numérique en lien avec la transition agroécologique. Est-ce que l'un va bien avec l'autre? Mais juste avant, pendant sa thèse notamment, il a travaillé sur la façon dont les traces numériques modifient la connaissance des publics. C'est une question qui est extrêmement importante et il a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle La Voix du Web, dont est inspirée sa conférence d'aujourd'hui. Alors, je disais, possibilité d'interagir avec les intervenants. Juste après la conférence de Baptiste Cotras, vous aurez la possibilité de lui poser des questions. Pour cela, très simple, sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de nous regarder, à droite, il y a un petit bandeau, c'est le chat. Le chat, c'est l'endroit où vous pouvez faire part de vos commentaires et vous pouvez poser vos questions. Et les collègues de l'ESA écoutent, regardent, lisent, analysent vos questions et les poseront à notre intervenant tout à l'heure. Baptiste Cotras, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. Je remercie l'ESA de son invitation. Effectivement, j'ai commencé à travailler pour INRAE très récemment, à partir du mois de septembre, sur des sujets autour de la numérisation de l'agriculture, mais ce n'est pas tout à fait à ce titre-là que j'ai été convié par Bertil Tarot et l'organisation de l'ESA, mais plutôt pour parler de travaux antérieurs, comme l'a dit M. Boutine, sur la mesure des opinions sur le web. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister à la table ronde qui précédait le déjeuner et où il était beaucoup de questions de contribution des internautes. Et donc, j'espère que je vais pouvoir donner un certain nombre d'éclairages sur finalement quelle valeur on peut donner à ces opinions qui s'expriment sur Internet. Alors, je vais tenter de partager mon écran tout de suite pour que vous puissiez voir mon PowerPoint. Normalement, c'est le cas maintenant. Voilà. Donc, en somme, je pense que l'agriculture est en train de vivre ces dernières années des phénomènes qui concernent en fait l'ensemble de la société. D'une part, la numérisation de pratiques professionnelles. Et donc ça, ce sera mes recherches dans les années à venir. Donc on pourra en reparler peut-être d'ici 1 an ou 2. Et puis la numérisation d'un certain nombre de discours qui en viennent à acquérir une visibilité sur les médias sociaux, qui élargissent en fait le cercle des participants à l'espace public, qui rendent visibles des débats, des controverses qui n'étaient pas forcément auparavant, qui font émerger des formes nouvelles d'opinion. Et c'est sur ce deuxième point que je vais me concentrer et que je pense intéressant de partager avec vous en fait les résultats de mes recherches sur la manière dont concrètement on mesure l'opinion sur les médias sociaux. Moi, je me suis intéressé à des entreprises spécialisées dans ce problème qui se demandent en fait que faire de cette expression sur le web, sur les réseaux sociaux, comment la mesurer, quelle valeur lui donner. Et donc, en revenant sur la manière dont elles construisent en fait des instruments de mesure, je pense qu'on peut comprendre comment les opinions exprimées sur le web en viennent à compter, de quelle manière, sous quelle forme, et qu'est-ce que ça peut changer dans un certain nombre de mondes sociaux, comme le monde agricole notamment. Alors, mon point de départ, ça a été de m'intéresser à donc un ensemble d'entreprises qui émergent dans les années 2000 en Europe et en Amérique du Nord, qui ont pour point commun d'étudier ce que publient les internautes
au départ surtout sur les forums et sur les blogs, et puis un peu plus tard sur les médias sociaux. Cette expression, elle est utilisée pour y mesurer des tendances d'opinion au sens large. Alors, ça va de pair évidemment avec la démocratisation du web, qui à l'origine est un média de techniciens, de passionnés d'informatique dans les années 90. Et puis, à partir des années 2000 et 2010, on a un abaissement assez impressionnant des barrières à l'entrée, des barrières techniques, financières, même littéraires, en fait, pour l'accès à la publication sur des formats de plus en plus fluides et courts et proches de l'expression orale. Alors, ces entreprises qui s'intéressent donc aux publications sur les blogs, sur les forums, sur Twitter, sur Facebook, sur encore d'autres espaces, partout en fait où les internautes s'expriment et de manière publique. C'est des données qui sont donc le plus souvent textuelles, paratextuelles parfois, puisqu'évidemment, on va aussi récupérer les likes, les liens hypertextes qui sont partagés, les images, les partages, etc., les retweets. Tout ça devient en fait des traces d'une opinion qui a été exprimée à un moment donné, des traces conversationnelles. Et ces fragments en fait de la conversation ordinaire sont requalifiés voilà, comme vecteurs d'opinions qui ont été laissés au hasard de conversations ordinaires, de débats, etc., entre les internautes. C'est vrai que de plus en plus de gens s'expriment en fait quotidiennement sur leur goût, donnent leur avis sur des sujets de société, critiquent ou au contraire vantent des personnalités, des produits, des médias, etc. Et c'est-à-dire autant de choses qui intéressent la question classique donc de la mesure d'opinion au sens large, c'est-à-dire de ce que pensent et expriment les publics, publics médiatiques, publics politiques et puis publics marchands, publics de consommateurs, puisque on va y revenir, mais un des principaux utilisateurs de ces logiciels, ce sont évidemment les grandes entreprises qui s'en servent pour surveiller ce qu'on dit de leurs produits, de leurs marques. Donc, ces startups que j'ai étudiées se construisent donc des nouveaux outils informatiques, statistiques, pour saisir les publications des internautes, pour construire des méthodologies qui en tirent parti et mesurer donc des tendances qui intéressent donc ces grandes marques, ces grands groupes commerciaux, mais aussi des institutions publiques, des partis politiques en campagne, c'est-à-dire les acteurs, en fait, les clients traditionnels de la mesure d'opinion. Donc, j'ai réalisé des terrains en France et aux États-Unis, essentiellement par entretien et par observation dans ces entreprises, avec une perspective qui a cherché à saisir en fait l'innovation en train de se faire. C'est-à-dire que ma thèse s'est déroulée de 2011 à 2015-16, c'est-à-dire à un moment où ce secteur-là était encore en train de se structurer, ce qui est particulièrement intéressant puisque tous les débats méthodologiques sont encore ouverts, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Là encore, on pourra y revenir. Et mon hypothèse de base, c'est l'idée que les instruments qui sont utilisés pour mesurer l'opinion, pour la modéliser, en fait, ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on modélise cet objet-là, on y verra des choses très, très différentes qui ont du coup des conséquences importantes sur ce qu'on peut dire de l'opinion, le poids qu'elle peut acquérir en société. C'est une question qui est très ancienne. Mon premier chapitre, il remonte au XVIIIe siècle, mais on pourrait remonter à bien avant encore. Il y a eu au cours des époques, en fait, une multitude de dispositifs humains et techniques qui ont été conçus pour saisir ce qui est dit et ce qui est pensé par une population. Dire l'opinion, c'est un enjeu majeur en démocratie. Dire l'opinion, c'est pouvoir dire les gens pensent que, tel groupe pense que, donc ça fait exister les groupes sociaux, ça fait exister des formes collectives à qui on donne la parole et qu'on dote comme ça d'une volonté, de préférence, de représentation, etc. Et dans ce travail, voilà, j'ai cherché à comprendre ce que ça fait à la mesure d'opinion, d'être mesuré non plus à partir par exemple, de réponses à un questionnaire, parce que pour nous, encore aujourd'hui, la manière la plus évidente, le dispositif qu'on connaît le mieux pour mesurer l'opinion, c'est les enquêtes par sondage, qui sont une manière d'accéder à cet objet, qui a des avantages, qui a des limites qui sont aussi identifiées depuis longtemps. Ma question ouverte, c'est de savoir qu'est-ce que ça change de mesurer l'opinion
non plus à partir de sondages, par exemple, mais à partir de ce qu'expriment collectivement les internautes sur les médias sociaux. Chaque fois, j'ai un petit problème pour les slides et j'en suis désolé. Cette opinion en ligne, elle a un intérêt majeur. Elle fait deux grandes promesses. Les entreprises qui la traitent font deux grandes promesses qui sont liées aux caractéristiques de ce matériau, donc de la conversation en ligne. D'une part, une promesse une forme d'immanence en fait de l'opinion parce qu'elle est mesurable de façon massive. Il y a évidemment des centaines et des centaines de publications tous les jours. Elle est mesurable aussi en temps réel, c'est-à-dire qu'avec les instruments informatiques, on peut suivre en continu l'expression des internautes, y compris minute par minute, heure par heure. Je regardais encore une analyse ce matin des tweets sur l'élection présidentielle américaine. On peut suivre, voilà, en fonction des heures, des résultats qui tombent, la manière dont les sujets sur Twitter évoluent. Et puis la deuxième promesse, qui est très importante, c'est celle de la spontanéité de cette opinion, puisque c'est des opinions qui sont émises au cours de conversations, de publications parfaitement ordinaires et en tout cas qui ne sont pas produites par un dispositif de questionnement. Contrairement à un sondage où on vous demande que pensez-vous de tel sujet, là, sur Internet, les gens qui s'expriment sont ceux qui ont quelque chose à dire, qui choisissent de le faire et qui spontanément ont décidé de porter publiquement une certaine parole. Donc ça, c'est les deux promesses principales qui ont un revers de la médaille, qui est que c'est des données, en fait, si on s'intéresse aux données, par exemple, des médias sociaux, c'est des données qui sont massives, qui ne sont pas structurées et qui posent toute une série, du coup, de problèmes aux professionnels. Le premier, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Il y a une indétermination sociodémographique des personnes qui s'expriment. Socialement, on ne sait pas nécessairement qui s'exprime, puisqu'il y a le plus souvent des pseudonymes, parce que toutes les informations habituellement connues, par exemple dans un sondage, ne sont pas renseignées. Donc, on ne peut pas faire d'échantillonnage par quota, on ne peut pas prendre les urbains, les ruraux, enfin, pas de manière très, très fiable, même si on peut trouver des approximations. Donc, on ne peut pas avoir de description stratifiée de l'opinion, comme on avait habituellement, ce qui rouvre, du coup, la question de la représentativité. Et c'est-à-dire, quelle est la valeur, en fait, de cette opinion qu'on mesure sur les réseaux sociaux, sachant que tout le monde ne s'exprime pas et qu'on ne connaît pas bien les caractéristiques sociales de ceux qui s'expriment. Et la deuxième question, le deuxième problème que ça pose, c'est qu'évidemment, on ne contrôle pas ce qui est dit. C'est-à-dire qu'écouter les opinions spontanées, c'est très bien, mais simultanément, ça veut dire qu'on a des milliers de messages qui sont très, très diversement formulés, qui n'ont pas été cadrés en amont. Quand on vous demande, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt pour, complètement pour, le produit X, Y ou Z, ça cadre en fait vos réponses. Là, les gens, ils prennent la parole de manière extrêmement diverse et ça pose des problèmes en fait d'agrégation, de comment est-ce qu'on compile des gens qui s'expriment de manière très, très différente. Donc voilà, ça a été ma question de voir comment ces entreprises, de ce qui s'appelle aujourd'hui donc le social media listening ou social listening, comment ces entreprises font pour reconstruire des méthodes, des conventions qui permettent de résoudre ces problèmes qui sont à la fois matériels, techniques, c'est-à-dire comment on fait, et puis qui ont des conséquences politiques et épistémiques sur la valeur de l'opinion. Alors j'ai montré qu'il y a deux grandes trajectoires d'innovation, on va dire, deux grands types d'entreprises, parmi celles qui s'intéressent à ce sujet et qui aboutissent à des modélisations en fait très différentes. Une première qui est celle d'entreprises qui cherchent à échantillonner les données conversationnelles, qui pour ça vont chercher à identifier, à reconstruire des nouvelles formes sociales, des nouvelles formes de groupes sociaux sur le web, qu'ils vont appeler des communautés, des influenceurs, des sphères, etc., et qui redéfinissent du coup la valeur de la notion de représentativité. Et puis, on a une deuxième trajectoire qui est une approche plutôt issue des sciences informatiques, alors que la première était plutôt des boîtes issues du marketing, de la communication, des sciences humaines et sociales. Là, on a une autre trajectoire plutôt sciences informatiques qui, en fait, va délaisser complètement cette question de la représentativité. Et au lieu de se demander comment on peut reconstruire des modèles différemment représentatifs pour sélectionner les internautes, leur objectif, c'est d'indexer massivement
les conversations en ligne avec une ambition d'exhaustivité, qui n'est jamais évidemment complètement possible, hein, mais qui est l'horizon de leur pratique. Et c'est ce modèle-là qui, aujourd'hui, l'a emporté sur le plan commercial. C'est ces entreprises-là qui ont connu le plus de succès de manière assez large. Donc, je vais revenir successivement sur ces deux modèles et finalement ce qu'ils font en commun à la mesure de tout. Donc, le premier modèle qu'on peut appeler donc convenir et échantillonner, parce que on l'a dit, on n'a pas de variable sociodémographique, hein, on n'a pas de possibilité d'échantillonner classiquement les internautes. Donc, c'est des gens qui vont chercher à faire exister de nouvelles conventions pour échantillonner, pour sélectionner les internautes. La première modalité pour ça, le premier critère qu'ils utilisent pour ça, c'est en fait d'objectiver ce qu'ils appellent des communautés en ligne, c'est-à-dire des collectifs d'internautes qui sont mobilisés, intéressés par une thématique. Alors, ça peut être le sport, l'agriculture, la cuisine, la politique, le bricolage, etc. Et des internautes qui échangent sur ce sujet, donc qui en parlent, et qui se citent mutuellement, qui entretiennent des liens entre eux. Ces liens, ça peut être des liens hypertextes entre sites, entre blogs. On peut regarder qui cite qui fait référence pour qui. Ça vaut aussi pour des liens d'abonnement, de following sur Twitter, des liens de citation, de repartage. De manière générale, en fait, le but, c'est d'identifier des grappes, hein, des clusters d'acteurs qui se citent entre eux de manière préférentielle et qui forment des collectifs plus ou moins structurés, plus ou moins hermétiques et qui partagent au moins un thème de prédilection ou une forme idéologique ou des propositions, etc. Ça peut être, par exemple, la communauté, les agri-youtubeurs dont on a parlé ce matin, sont clairement une petite communauté qui a un registre d'expression en commun, au-delà évidemment de la diversité qu'on a pu y constater. Ces formes donc, qui sont appelées des communautés, elles vont constituer un référentiel général de l'espace social en ligne, en fait, qui va se diviser en des dizaines et des dizaines de petites communautés, et donc qui permettent en fait d'échantillonner les internautes non pas en fonction de leur propriété sociale, mais en fonction de à quelle communauté ils appartiennent. C'est-à-dire que les entreprises qui ont développé ce modèle, en fonction du client et de sa demande, vont sélectionner telle ou telle communauté parce qu'ils se disent ça, c'est des gens qui vont avoir quelque chose à dire sur le sujet qui nous intéresse. Donc, ne sont sélectionnés, ne sont écoutés dans ce modèle-là que ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont démontré en fait par leur pratique sociale, par leur pratique éditoriale, qui sont concernés par un sujet donné. Et le deuxième critère qui va de pair avec celui de la communauté, c'est celui de la visibilité. C'est un constat sur le web que, en fait, les sites, mais ça vaut aussi pour les comptes Twitter sur Twitter ou Instagram, ou en gros les sources d'informations sur le web en général, elles sont très inégalement visibles. Il y a une toute petite partie qui concentre l'essentiel du trafic, de la visibilité, des citations, etc. Et une très très grande partie qui est beaucoup moins connue. Ça, c'est un constat qui est documenté et qui devient pour les échantillonneurs du web social un parti pris. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, il nous faut, et en fait, il nous suffit d'écouter les leaders d'opinion, ces gens-là qui sont sur une thématique donnée très visible, pour en fait obtenir par ricochet l'opinion du plus grand nombre. C'est-à-dire que si j'ai les gens qui font autorité sur un sujet, eh ben, je sais ce que lisent, ce que pensent, ce que regarde leur public. Et donc, par extension, j'ai une idée assez fiable de l'opinion de ces communautés. Donc, ils construisent des scores pour mesurer l'influence, pour mesurer la visibilité, qui sont liées au nombre de citations, qui sont liées au trafic que reçoivent ces gens-là, au nombre d'abonnés qu'ils ont, etc. Et ils ne gardent que les mieux notés. Et ça, c'est très important parce que ça fait ressurgir une définition en fait qui est explicitement politique de la représentativité, où en fait sont représentatifs non pas la représentativité, c'est pas l'échantillon n'est pas construit à l'image de la population qu'il doit représenter, mais au contraire sur la base d'une propriété spécifique qui est l'influence, qui est rare, qui est très inégalement distribuée, et donc on va prendre de préférence ces gens-là qui sont jugés influents et on va laisser finalement le plus grand nombre de côté dans ces pratiques d'échantillonnage-là.
Donc voilà, donc communauté plus influence permettent à ces entreprises-là de sélectionner des formes d'échantillons où il dit, voilà, les gens visibles et mobilisés sur ce thème-là, voilà ce qu'ils disent. Ça, c'est une première modalité de mesure de l'opinion sur le web. Une deuxième modalité consiste à, je l'ai dit, vouloir tout écouter partout, tout le temps. C'était le slogan d'une de ces entreprises qui s'appelle Brandwatch. C'est une approche très différente qui, en fait, va délaisser complètement la question de la représentativité pour chercher, au contraire, à détecter en temps réel des signaux, des thématiques émergentes et surtout n'en rater aucune. Parce que un des usages principaux de ces logiciels-là, c'est de vérifier qu'on n'a pas de crise de réputation. J'ai dit, les clients sont souvent des grandes marques, des entreprises, qui sont préoccupés en fait que leurs produits, leur image soient critiqués, soient attaqués par des internautes et donc veulent pouvoir réagir très rapidement en cas de ce qu'ils appellent, ce que les professionnels de la communication web appellent un bad buzz ou ce genre d'événement où ils sont pris à partie. Et donc ces logiciels-là, pour ne rien rater, du coup, visent un horizon d'exhaustivité. Ils commercialisent des logiciels de veille qui ont la forme de tableaux de bord et qui fonctionnent surtout sur la base de requêtes sémantiques comme celles que je vous ai mis là à droite sur l'écran. C'est des requêtes avec des mots-clés, alors qui sont un peu plus sophistiquées que les requêtes qu'on fait quand on cherche quelque chose sur Google, mais l'idée est la même, et qui vont en fait définir l'univers sémantique, l'univers de mots-clés, de références qui intéressent finalement l'utilisateur de ces logiciels. La grosse rupture avec l'approche échantillonnée, c'est que du coup, c'est l'utilisateur qui lui-même définit les entités qui sont pertinentes dans sa mesure. Donc, ça peut être des produits, ça peut être des marques, ça peut être des dirigeants, ça peut être des sujets de société. Par exemple, on peut mettre comme mot-clé agribashing et puis voir ce qui sort. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec un collègue, commencé à faire, une étude exploratoire. Surtout, en fait, on passe d'une mesure où on accédait à l'opinion en ligne par ses publics, donc par ces fameuses communautés dont je parlais à l'instant, à une mesure en fait où on y accède par des traces directement, par ce que disent les gens, par les mots-clés qu'ils utilisent pour parler d'un sujet. Alors du coup, le problème qui se pose, c'est que ça produit une abondance de données, puisque j'ai dit que l'ambition, c'était l'exhaustivité pour ces entreprises-là. Alors, comment on fait pour interpréter ? Eh bien, ces logiciels-là, en fait, ils multiplient les prises, les indicateurs en fait, sur ces données, en fait, contrairement à, par exemple, un rapport d'analyse, une étude traditionnelle. En fait, c'est l'utilisateur lui-même qui doit observer ces cadrans, ces indicateurs, ces courbes, ces graphes, ces nuages de mots. Ça peut être la part de mentions positives ou négatives sur une période donnée qui est calculée aussi par un algorithme qui va attribuer une tonalité à chaque énoncé. Ça peut être donc des nuages de mots, ça peut être des pics, comme vous le voyez là-dessus, dans l'exemple ici de la conversation, des parts de voix, etc. C'est-à-dire un mode de mesure en fait très très différent de ce qu'on connaissait évidemment dans l'enquête par sondage et que finalement d'une certaine manière les modèles échantillonnés cherchaient plus ou moins consciemment à reproduire. On a du coup une mesure qui est réputationnelle parce qu'elle est centrée sur la marque, sur l'utilisateur, sur les entités qui pour lui sont pertinentes, qui du coup circule assez mal en dehors des espaces où elle est produite, puisqu'on n'a pas, contrairement dans le cas des communautés en ligne, on n'a pas de totalité de référence, on n'a pas de référentiel du monde social sur le web qui nous permettrait de comparer, par exemple, telle et telle communauté, ou est-ce qu'au sein d'une communauté, on parle plus de tel ou tel sujet. Là, chaque requête, en fait, définit un univers autonome de mesure de l'opinion. Pour conclure rapidement, voilà, ce travail de thèse, il montre bien l'importance de regarder, en fait, les instruments, les médiations qui produisent l'opinion, qui produisent les publics, les formes collectives. Alors, dans ce cas précis, le modèle qui l'emporte, qui est donc le deuxième, en fait, change assez radicalement notre manière de comprendre le phénomène de l'opinion. Puisque, au final, on ne cherche plus à quantifier des majorités et des minorités, ce qui est l'esprit de l'enquête
par sondage, en analogie avec l'élection, on cherche à capter des événements, en fait, des surgissements de la parole publique. Ça peut être un mot-clé qui monte, un hashtag qui devient viral, qui se répand, etc. Un nouveau type d'acteur qui s'empare d'un sujet. Ces logiciels-là vont être très, très bons pour détecter ce genre de choses. Ils vont, du coup, structurellement favoriser la parole la plus visible, la plus déterminée à se diffuser, y compris au moyen de stratégies, de coordination. Inversement, les opinions plus discrètes, les individus plus silencieux, les tendances d'opinion qui sont exprimées par des internautes moins visibles ou de manière peut-être plus constante, qui ne vont pas générer un pic à un moment donné dans un graphe, vont sortir tendanciellement du radar. Surtout, on a une disparition de la référence à des publics, en fait, qui sont éclatés en fait, en une infinité d'usages par les clients de ces logiciels de veille. Et puis, on a un usage de la mesure d'opinion qui, pour le moment, sert assez peu en fait, à équiper le débat démocratique, contrairement au sondage, et notamment à prévoir les échéances électorales, parce que en raison notamment de l'absence de représentativité, les états-majors des campagnes politiques sont encore et toujours des très très gros clients de sondages classiques. Ils se servent aussi d'outils web, mais la place qui leur est réservée n'est pas celle de la prévision de l'élection. C'est plutôt des mesures de popularité, de réputation. Voilà pour ce qu'on pouvait en dire. Éventuellement, voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Passionnant, on découvre de plein de choses dans votre exposé que nous ignorons totalement. Pour laisser le temps aux internautes de poser leurs questions qui seront résumées d'ici quelques instants, moi j'ai une ou deux questions aussi à vous poser. Donc, le deuxième modèle prime sur le premier maintenant. Donc, vous avez quand même parlé de cette question de représentativité. Moi, je voudrais que vous y reveniez parce que c'est quand même une vraie question. Le deuxième pose un problème de représentativité, mais finalement, le premier modèle aussi, d'une autre façon, puisque vous l'avez bien dit, on analyse uniquement ce que disent les influenceurs les plus importants. Donc, la question de représentativité n'est pas là. Je voudrais quand même que vous y reveniez en première question. Oui, non, effectivement, c'est le gros morceau, c'est le grand changement en fait qu'apportent ces technologies-là, c'est que sur le web, en fait, on fait un peu le deuil de la représentativité, ce qui fait aussi que, par exemple, c'est intéressant de constater que les instituts de sondage classiques, dont c'est le métier historiquement d'analyser l'opinion, ont mis très longtemps en fait à considérer vraiment ce type d'outil-là. Maintenant, c'est moins le cas. Par exemple, Synthesio, un des principaux acteurs français de ces logiciels, a été racheté par Ipsos en 2018, je dirais. Donc très très récemment, mais finalement cette question de la représentativité, elle est au cœur de ce que change le web. On n'a pas de représentativité au sens statistique, au sens où on pourrait dire voilà, ce que l'on mesure sur le web a une valeur à l'échelle de la société, par exemple française. En général, c'est évidemment pas le cas. D'une part parce que déjà sur le web, en fait, si à peu près tout le monde, et encore presque tout le monde, a accès au web, les gens qui s'y expriment sont une toute petite minorité, évidemment, des usagers du web. Je ne sais pas, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de lire, par exemple, des contenus sur les réseaux sociaux ou les commentaires d'un produit sur une plateforme d'e-commerce. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait déjà posté son avis sur un réseau social ou sur Allociné ou sur Amazon, etc. Donc, il n'y a pas de représentativité. Dans le premier modèle, il y a un essai de redéfinition de cette représentativité, alors dans un sens qui n'est plus du tout naturel, qui en fait était le sens qui, ça c'est très intéressant, prévalait jusqu'au 19e siècle en fait, de la représentativité. Par exemple, quand l'État voulait savoir, un exemple d'ailleurs très intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui, pour estimer la production agricole américaine, par exemple, à la fin du 19e siècle, pour savoir combien était produit
de blé, de haricots, etc., à l'échelle du pays, ce qui était une information cruciale, eh bien, l'État fédéral américain envoyait des agents dans ces territoires pour interroger des fermiers qui étaient jugés par leur voisinage. C'est un peu des enquêtes de voisinage qui étaient jugées fiables, crédibles, avec un esprit civique, honnête, etc. Et qui, du coup, étaient dotés de cette qualité rare qui faisait qu'on pouvait les interroger, eux, pour leur demander « Eh ben, toi, à ton avis, est-ce que ça a beaucoup poussé, pas beaucoup poussé cette année Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intempéries Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers Quel est l'état des récoltes dans ton voisinage ?» Et après, c'était un travail de recompilation de ces observations à grande échelle, un travail absolument phénoménal qui est décrit par Emmanuel Didier dans « En quoi consiste l'Amérique », qui est un super bouquin. Et donc voilà, donc on n'est plus du tout habitué à cette conception de la représentativité où en fait seuls les plus dotés, alors en capital social par exemple, vont être amenés à s'exprimer. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'étudier ces instruments. C'est pour se rendre compte que structurellement sur le web, la parole la plus visible, c'est pas celle de Monsieur Tout le Monde, si Monsieur Tout le Monde existe, c'est bien celle de gens qui sont socialement très marqués. Que vous avez cité rapidement soit quelques entreprises qui font ce travail-là, soit quelques clients. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples? Finalement, ce sont des petites entreprises. Donc, vous dites que certaines ont été rachetées par des instituts de sondage, par exemple. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment elles procèdent? Et qui sont leurs clients, finalement? C'est-à-dire en quoi ça nous concerne en tant que citoyens, par exemple? Alors, c'est des entreprises qui, à l'origine, sont des startups dans les années 2000 qui ont depuis soit grossi, soit fermé, soit se sont fait racheter. Le secteur s'est beaucoup concentré sur les 10 dernières années, de manière assez classique en fait, dans les industries technologiques. Notamment ce qui a fait le succès de la deuxième approche, donc très logicielle et très big data, qui vise l'exhaustivité, c'est leur capacité à lever des fonds auprès d'investisseurs technologiques pour justement prendre des parts de marché, écraser la concurrence et finalement se maintenir sur un marché très compétitif. Ce qui fait qu'au final, c'est des gros acteurs maintenant, ceux qui restent, c'est des éditeurs de logiciels. Il y en a quelques-uns qui ont été rachetés par des gens des sondages, mais ce n'est pas la majorité du tout. C'est des grandes ça leur demande un matériel particulier, des ordinateurs colossaux. Comment ils font? C'est ce qui fait le gros besoin en capitaux financiers, c'est que faut essayer de se représenter, mais c'est pas facile. Ce que ça veut dire d'essayer d'indexer tout le web social. Donc c'est évidemment colossal parce qu'il y a une multiplicité de plateformes. Il faut le faire dans de très nombreux pays, parce qu'en fait, c'est des gens qui évoluent, qui commercialisent à l'échelle internationale leurs produits. Donc, il faut avoir les médias sociaux en France, mais aussi en Espagne, aux États-Unis, en Uruguay, en Chine, etc. Et donc, c'est des coûts en serveurs qui sont colossaux. Il faut embaucher évidemment des développeurs très nombreux pour produire ces interfaces logicielles. Après, la forme que ça prend concrètement, c'est vous payez un abonnement et vous avez une interface ça s'appelle le Software as a Service. Vous vous connectez via le cloud et vous avez une plateforme pour surveiller vos indicateurs sur vos requêtes. Ça veut dire que vous passez pour ça, il y a une infrastructure évidemment qui est colossale. Ça veut dire que vous passez une commande sur tel indicateur, tel mot-clé que je veux. Voilà, c'est vous qui renseignez, par exemple, ESA Connect. Vous pouvez suivre en direct les tweets qui s'y rapportent. Alors pour ESA Connect, ça ne vaudrait pas le coup parce que évidemment, sans faire injure à l'événement, c'est des volumes qui ne sont pas des millions et des millions de tweets. Donc, on peut faire une recherche sur Twitter et s'en sortir très bien. Mais si vous surveillez, par exemple, les produits de la marque Orange, eh ben, évidemment, c'est des centaines et des centaines de messages toutes les heures de gens qui parlent des produits, qui ont un problème, qui se plaignent, etc. Et donc, il faut avoir des outils de surveillance un petit peu plus systématiques. Et à votre connaissance, ces grandes marques utilisent volontiers et régulièrement ce type de mesure de l'opinion? Oui, c'est quelque chose qui s'est complètement banalisé, en fait, surtout dans les départements donc communication, relations publiques et puis marketing des grandes entreprises, d'avoir une nouvelle manière d'accéder finalement à
à des nouvelles formes de représentation des consommateurs, hein, des clients de l'organisation. Après, c'est aussi des outils qui sont utilisés par des médias, par des institutions publiques, par les gouvernements. Hein. Alors, le service d'information du gouvernement a utilisé plusieurs services, plusieurs entreprises parmi celles que j'ai pu interviewer pendant cette enquête. Ils en changent régulièrement, il y a des appels d'offres, mais disons que c'est quelque chose qui est rentré dans les usages, en fait. Dernière question en ce qui me concerne, et pas pour l'instant. Vous avez cité le mot d'agribashing tout à l'heure en disant que vous aviez fait un test, je crois, où vous étiez en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot supplémentaire, puisque c'est en lien direct avec le thème de notre journée, donc ça serait intéressant de savoir ce que ça donne finalement. Bien sûr. Alors, c'est une recherche qui est encore à un stade exploratoire. Hein. On a commencé à travailler là-dessus avec un collègue qui s'appelle Sylvain Brunier. Disons qu'en fait, on a récupéré tous les tweets sur une période donnée. Alors, c'était de décembre dernier, décembre 2019 jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril, tous les tweets qui comportaient le mot-clé agribashing. Donc, on a quelques dizaines de milliers de tweets et on cherche à comprendre plusieurs choses. On cherche à… Déjà, on a un questionnement assez ouvert, mais on se demandait si les gens s'emparent de ce terme-là, hein, qui est un terme qui est en lui-même qui est controversé, qui a été aussi utilisé politiquement, notamment par le ministère de l'Intérieur sous Christophe Castaner, pour mettre en place des observatoires de l'agribashing et la cellule Déméter, hein, dans différents départements. On veut caractériser aussi les publics qui s'emparent de ce mot-clé. Et là, peut-être plutôt en proximité avec la première approche que j'ai décrite. C'est-à-dire, moi, en tout cas, en tant que sociologue, je trouve ça important de rattacher en fait ces énoncés qui sont hyper intéressants à des groupes sociaux. Et par exemple, on s'est aperçu que, en lien aussi avec ce qui était dit à la table ronde tout à l'heure, on disait sur YouTube, il y a un effet communautaire. Enfin, les gens qui parlent sur YouTube sont des gens du monde agricole et on parle plutôt entre pairs, entre connaisseurs, etc. Sur Twitter, c'est plus ouvert, c'est plus politique, c'est plus médiatique. On a quand même trouvé que alors on a 11 000 comptes Twitter qui se sont exprimés à un moment donné dans notre corpus sur le mot agribashing, et dans les 1000 et quelques qui s'expriment le plus, les top 10%, on a une bonne moitié qui vient des mondes agricoles, dont à peu près un quart d'agriculteurs. En fait, on a découvert, moi-même qui était assez ignorant du sujet au moment de commencer l'enquête, qu'il y a beaucoup de comptes d'agriculteurs sur Twitter qui s'expriment, etc. Qui aussi d'ailleurs, on s'est trouvé bien heureux de constater que les agriculteurs, ils remplissent souvent très très bien leur petite biographie sur Twitter. Ils expliquent, voilà, je suis céréalier en Eure-et-Loire, je suis en polyculture, je suis etc. Et ça, pour un sociologue, du coup, c'est hyper riche parce qu'on peut caractériser. Déjà, on peut dire, voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'exprime avec un point de vue direct, c'est-à-dire c'est un agriculteur, une agricultrice, qui parle de cette catégorie d'agribashing. Et puis même, éventuellement, on a des formes de caractérisation. On peut voir peut-être ceux qui sont en intensif ou en semi-direct ou en bio, etc. Oui, il y a moins de pseudo anonymes chez les agriculteurs finalement. Il peut y avoir des pseudos, mais sous pseudo, les gens diront quand même dans la petite description de leur compte, enfin pas toujours, hein, mais assez souvent, facilement, quoi. Et qu'ils ont, je sais pas, des vaches laitières en Basse-Normandie, par exemple. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Baptiste Cotras. Nous demandons maintenant à Bertie Tarot de nous rejoindre, puisque c'est elle qui a fait voilà, la magie, toujours. On demande Bertie, elle arrive. Et donc Bertie, vous avez écouté, vous avez regardé, lu tous les commentaires et les questions, et peut-être avez-vous quelques questions complémentaires à poser à Baptiste. Alors, oui, bien sûr, et je vais me permettre de poser une question un peu personnelle en lien avec ce qui vient d'être dit autour des contenus, en fait, de ce qui est dit sur le web et ce qui est donc mesuré.
C'est un peu une question qui m'a été posée ce matin, alors j'espère que ce n'est pas un piège, hein. La question, c'est est-ce que certains sujets sont tabous? Est-ce que certains sujets ne sont pas finalement l'objet de discussions sur le web? Autrement dit, peut-on tout mesurer dans le domaine de l'opinion avec ces techniques-là? Alors, bien sûr, dans le domaine agricole, on va se demander est-ce que tout le monde s'exprime sur les questions de soins aux animaux ou de bien-être animal. Il y a ces enjeux-là derrière, mais peut-être de manière plus générale, quoi. Parfois, est-ce qu'on est face à des écueils où on ne peut rien voir parce que rien ne se dit sur certains sujets? C'est une question très intéressante qu'on me pose rarement. J'aurais tendance à dire que... j'ai pas d'exemple en tête, en fait. Des choses où il y aurait vraiment rien. Il y a un vieux, enfin, c'est pas ce qu'on peut dire proverbe, mais de sagesse populaire sur Internet. Généralement, quand vous vous posez une question, quelqu'un sur Google se l'est déjà posée. C'est juste un lieu commun, hein, mais c'est pas tout à fait faux au sens où, franchement, en tant que sociologue du numérique, on est souvent surpris de à quel point les gens s'expriment, en fait. Alors, ça peut être sur des supports très, très peu visibles, ça peut être des petites niches, des forums, des choses plus ou moins invisibles, hein, qui ne font pas peut-être le cœur de l'actualité sur Twitter, hein, par exemple. Mais souvent, voilà, sur une infinité de sujets, on trouve généralement des contributions, et même souvent, on trouve des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, et c'est aussi une des vertus de ce matériau, du point de vue des sciences sociales, on ne soupçonnait pas qu'il y avait des communautés entières qui se structuraient autour de telle ou telle pratique, sujet, idéologie, etc. Donc, j'aurais tendance à dire que non, à la nuance près que... alors, il y a le monde social et son double numérique, la représentation, elle n'est pas en miroir, quoi. Elle n'est pas symétrique. Et je pense que, par exemple, les sujets agricoles, même si, évidemment, la fracture numérique est toujours moins importante, elle existe, qu'il y a des professions aussi qui s'expriment de plus en plus, mais qui partent quand même avec un retard par rapport à d'autres. Donc, il y a peut-être des pans du monde social qui sont moins représentés que leur importance dans la vie hors ligne. Ça, c'est tout à fait possible, même si j'entendais ce matin Eddy Fougé qui parlait du YouTube des maçons et des charcutiers et des carreleurs. Des carreleurs, parce que je trouve génial, ça fait plein de nouvelles idées d'enquête. Sujet de mémoire pour les étudiants, pourquoi pas. Et donc voilà, donc ça... Après, c'est sûr qu'il y a sans doute moins de carreleurs qui parlent de leur métier que d'éditeurs, de publicitaires, de journalistes. Voilà, peut-être avec une visibilité moindre. Alors Bertie, les questions de nos internautes. Alors, je vous invite à lire une remarque de Louis Régnier qui intervenait ce matin, qui contribue à cette discussion. Je me permets de la relayer, du coup, c'est intéressant. Il y a des choses qui se montrent plus facilement que d'autres, diront certains agriculteurs communicants. Par exemple, les éleveurs de porcs ou de volailles sont très peu représentés sur les réseaux, ce qui renvoyait d'ailleurs à une question... Une des questions qu'on a posées ce matin, oui. Voilà. Alors, une autre question Internet de Swazig. Comment appréhendez-vous l'impact que peut avoir l'opinion d'une minorité sur l'opinion publique, comme par exemple L214 dans le monde agricole? La question de l'impact, elle est toujours très difficile à trancher. Enfin, c'est une question qui agite la sociologie des médias, hein, depuis l'arrivée des médias de masse dans les années 30. Alors, on a souvent tendance à confondre le discours avec ses effets. Par exemple, sur la question des fake news, en fait, c'est une question qui se pose souvent en ce moment. On est souvent alerté par le fait que telle ou telle fausse information a eu 10 000, 50 000, 100 000 partages. En oubliant un petit peu rapidement que ce n'est pas parce que les gens voient une information qu'ils adhèrent, qu'ils y croient totalement. Peut-être qu'il y a un truc qui les interpelle et peut-être que le reste, ils ne sont pas d'accord. Enfin, en gros, c'est toute la question de la réception, hein, en sociologie des médias, de qu'est-ce que font les gens avec les énoncés médiatiques auxquels ils accèdent. Et donc, cette question-là, elle est particulièrement difficile à mesurer
parce qu'il faudrait faire des enquêtes à grande échelle sur ce que les gens pensent vraiment de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils voient. Alors ça s'est fait avec la sociologie des médias de masse dans les années 80-90. Ça manque un petit peu actuellement sur les sujets numériques. Dans le cas de L214, comme beaucoup d'autres acteurs, en fait, se sert du web comme d'une caisse de résonance pour prendre à témoin l'opinion publique, pour dire voilà, il se passe telle chose, c'est selon nous anormal, problématique, etc., qui va chercher à susciter des réactions, de l'indignation, prendre à témoin des journalistes pour obtenir des relais, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde maintenant est d'accord avec L214. Ce qu'on peut observer par contre de manière un peu objectivable, c'est que des sujets on va dire de santé animale, de bien-être animal, etc., sont plus présents dans l'agenda médiatique qu'il y a 10 ans. Et donc, probablement que L214 et d'autres ont réussi au moins une chose, c'est à leur donner une place un peu plus importante dans l'agenda des médias. Ouais. Alors, j'aimerais rebondir et creuser cet échange que je trouve extrêmement passionnant. En fait, vous nous dites effectivement il ne faut pas confondre le discours et les effets et donc resituer des contributions comme celles de minorités par rapport à ce qu'elles font effectivement dans l'opinion, si on peut la mesurer. Mais tout à l'heure, vous nous avez aussi dit construire l'opinion, c'est aussi faire exister des groupes sociaux. Justement, moi, je voulais mettre en parallèle ces deux postures et vous demander, mais comment font les clients en fait de ces entreprises de média listening? Quelles précautions prennent-elles par rapport à des groupes qui effectivement se servent très bien des réseaux sociaux comme une caisse de résonance? Quelles précautions, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on modère le résultat de ce qui se joue sur le web en le repositionnant par rapport à une réalité sociologique ou par rapport à d'autres indicateurs de l'effet de ces tweets, de ces vidéos sur des opinions mesurées différemment? Ouais, ça pose la question de la circulation en fait entre ce qu'on voit sur Internet et ce qu'on voit par ailleurs, par exemple les méthodes d'enquête traditionnelles, les questionnaires, etc., les focus group. Dans les grands groupes, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que par un effet organisationnel, en fait, il y a les gens du web et puis il y a les gens des études, les gens des sondages, etc. Et donc, l'agrégation de ces différentes manières de connaître le public, elle n'est pas forcément réalisée. Alors, elle peut poser des problèmes, c'est l'objet d'un papier en cours, sur comment, sur les problèmes que rencontrent les gens du social listening pour discuter avec leurs collègues des études et leurs collègues aussi du scoring des clients. Parce qu'en fait, chacun a sa grille de représentation, chacun a en fait une manière de représenter ses données qui ne colle pas du tout avec celle du voisin. Et donc, au final, c'est très compliqué de faire dialoguer. Ce qui se passe, ce que j'ai pu observer en tout cas le plus souvent, c'est que les deux sont juxtaposés. Ils sont, alors on a notre enquête traditionnelle sur tel ou tel aspect de notre marque, et puis à côté, voilà ce qu'en dit Twitter, voilà ce qu'on peut observer sur Facebook, etc. Mais l'agrégation, en fait, reste très, très difficile, notamment pour ce qu'on discutait tout à l'heure, la question de la représentativité, qui était un mode d'entrée par la sociodémographie dans les populations, qui n'est pas du tout possible sur le web. Alors, j'ai encore le temps de quelques questions, j'espère. Oui, encore un petit peu, c'est bon. Alors, vous pouvez continuer à chatter. On a une question de Myriam qui nous demande, et ça va sûrement faire écho à ce qu'on vient de dire, dans le cas des agriculteurs qui ont l'habitude de manifester publiquement leur opinion, blocage, opération escargot, etc., quel genre d'opinion peut-on mesurer en ligne? Donc, écart entre la réalité et puis le web, ce qui s'exprime sur le web. Alors, j'aurais tendance à pas dissocier, pas opposer en tout cas le réel et le virtuel, comme on dit souvent, qui laisserait, en fait, implicitement sous-entend que le virtuel serait moins réel que le réel. En fait,
pour moi, le web, c'est une modalité de plus, en fait. Par exemple, du point de vue des mobilisations, c'est vrai que les agriculteurs ont historiquement une tradition de mobilisation avec des répertoires d'actions bien identifiés, hein, les blocages, les opérations escargots, les déversements de produits dans des endroits stratégiques pour faire médiatiser, etc. Disons que le web leur offre, mais comme à beaucoup de groupes sociaux, de professions, un autre espace en fait pour exprimer éventuellement des revendications ou en tout cas un discours sur la profession. C'est par exemple ce qui est hyper intéressant avec les agri-youtubeurs qui parlent de reprendre en main leur médiatisation en fait. C'est-à-dire que le web offre un espace où, à moindre coût, on peut créer ces espaces d'expression, dire voilà, ben moi je suis agriculteur, je fais ci, je fais ça, ma pratique c'est ça, elle est mal connue, je voudrais que les gens se rendent compte qu'en fait il s'agit vraiment de tel ou tel point. Chose qui était beaucoup plus difficile pour accéder à l'espace public avant ces plateformes-là. Et donc, pour moi, c'est pas forcément qu'il y a un décalage entre l'un et l'autre, c'est, je dirais, une nouvelle corde à leur arc, mais comme à l'arc de beaucoup de groupes sociaux, pour faire exister des discours avec la spécificité que ça prend à témoin l'espace public. Une autre question, Bertille? Oui, je relaye la question de Nathalie. On a vu ce matin avec l'intervention d'Anaïs Théviot que l'usage du numérique a fortement évolué ces 10 dernières années. Alors, comment voyez-vous les évolutions à venir? Une question donc de prospective. C'est un peu général, c'est-à-dire les usages du numérique, je ne suis pas sûr de voir. Enfin, je n'ai pas assisté malheureusement à la conférence d'Anaïs Théviot, donc je ne sais pas de quoi il parlait spécifiquement. J'avoue, je suis un peu embêté par cette question. Alors, elle évoquait, je peux résumer, elle évoquait notamment la mobilisation de plus importante des réseaux sociaux, à la fois pour la mesure de l'opinion dans le champ politique, mais aussi pour militer, pour s'engager, et donc avec une progression manifeste des connexions à des comptes de partis politiques, mais aussi discours en ligne sur ce qui fait la politique dans le cadre des élections. Oui, ça c'est sûr. Pour ce qui est de prédire l'avenir, je pense que je vais essayer de ne pas le faire. C'est compliqué, toujours, comme exercice. Mais ce qui est indéniable, oui, c'est que ce que ça permet, c'est d'agréger facilement des discours qui, sinon, peut-être, ne se seraient pas rencontrés ou ne seraient pas parvenus à peser de la même manière. Alors, il y a toute la question des partis politiques et des élections et de la politique électorale traditionnelle. Mais moi, je trouve de manière plus intéressante encore, il y a la possibilité de faire émerger des causes. On l'a très bien vu avec notamment le féminisme, l'antiracisme ces dernières années, où en fait, c'est des choses qui viennent vraiment de militants, plutôt de base, plutôt que d'institutions, de partis, etc., et qui parviennent à avoir de la visibilité et du coup à agréger des nouveaux discours, des nouvelles participations. Le cas typique étant MeToo, hein, évidemment, où sur la base sur la base de ce hashtag et d'un partage d'expérience, en fait, d'autres femmes peuvent s'en saisir, partager leur expérience à leur tour et rendre visible en fait un sujet qui jusqu'ici était infraconscient, quoi. Tout le monde savait, mais que n'était pas agrégé, n'était pas thématisé en tant que tel comme objet du débat public et qui maintenant l'est évidemment beaucoup plus. Une dernière question, Bertille. Ah, merci. J'en avais encore une qui est arrivée et qui renvoie à une interrogation que j'avais. Donc, vous nous avez présenté ce premier modèle de social listening, justement, ce premier modèle de mesure de l'opinion qui permet une très bonne compréhension de la structure, en fait, des réseaux sociaux. Évidemment, en tant que sociologue, ça va nous intéresser particulièrement. Et du coup, il y a des questions derrière sur qu'est-ce qu'on observe en termes de structuration. Et Soisig nous demande plus précisément: observez-vous des alliances d'opinion sur le web entre des collectifs d'agriculteurs et des non-agriculteurs, par exemple, qui ne sont pas habituels ou des manifestations concrètes? Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait. En tout cas, qu'est-ce qu'on observe en termes de structure des réseaux sociaux, d'une part, et y a-t-il des spécificités, des singularités à propos de l'agriculture, et notamment en termes d'hybridation des publics?
Et effectivement, ouais, c'est aussi un autre intérêt pour les acteurs de ces supports-là de pouvoir, a priori en tout cas, élargir assez rapidement rapidement, de manière moins coûteuse, d'élargir leur public et éventuellement des alliances avec d'autres secteurs de la société. Alors, j'ai pas de résultats précis sur est-ce que les agriculteurs parviennent à faire des alliances avec tel ou tel groupe social. Ce qui est sûr, c'est au moins à obtenir de la médiatisation. Ce qui est structurant sur un espace, par exemple, comme Twitter, c'est à quel point il est investi par des journalistes. Et donc, en fait, on observe quand même sur les dernières années que beaucoup de sujets parviennent à l'agenda médiatique. On parlait de MeToo ou de L214. Ils y parviennent notamment parce que les journalistes traditionnels sont sur Twitter, voient monter des sujets sur Twitter et de plus en plus considèrent Twitter comme un objet à raconter, un objet qu'il faut couvrir du point de vue professionnel, du point de vue des routines journalistiques. Et donc, alors c'est pratique aussi Twitter dans un contexte où il y a de moins en moins d'argent pour payer des enquêtes et des journalistes sur le long terme. C'est du journalisme assis, hein, c'est des reportages qu'on peut faire assez facilement. On envoie un message privé, on fait quelques coups de téléphone, etc. Et on a des articles qui sont assez faciles à écrire, qui supposent un investissement peu coûteux. Et donc, de plus en plus, on a ces sujets qui viennent sur le devant de la scène parce que des journalistes voient dans Twitter l'expression de l'opinion de la société française. Un peu par raccourci, en fait. Il y a un peu un effet de myopie, en fait, on le constate quand même, de la part de la presse qui, parce que c'est important sur Twitter, un seuil qui est beaucoup plus important, qui est celui, encore et toujours, de ces bons vieux médias de masse. Et pour le coup, faire monter un hashtag en sujet tendance sur Twitter, c'est une chose, mais obtenir un papier sur Libé ou sur Le Monde ou un sujet dans le 20h dans le journal de France, incomparablement plus important. Et en fait, souvent, les journalistes font passer des sujets de l'un à l'autre sans toujours se rendre compte d'à quel point ils démultiplient en fait l'audience de certains sujets. Et s'il y a une alliance que beaucoup de gens cherchent à faire implicitement sur Twitter, c'est celle avec les journalistes, c'est-à-dire d'attirer l'attention des professionnels de la presse et des médias pour dire, voilà, nous, on a tel discours et on voudrait qu'il soit publicisé. Oui, c'est ça. Ce qui repose la question un peu qu'on posait au départ de la représentativité. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est sur Twitter que ça représente l'opinion d'une majorité de personnes. Ça rejoint un peu cette question-là. Non, mais du coup, il y a un effet autoréalisateur qui est que une controverse prend feu sur Twitter, etc. Elle va concerner peut-être quelques centaines ou milliers de personnes, et dont des journalistes qui vont en faire un sujet. Et alors là, du coup, le grand public qui passe sur Twitter va en entendre parler et va se positionner à son tour sur le débat en cours. Merci beaucoup, Baptiste Cotras, de votre intervention et puis de votre facilité à répondre à toutes ces questions intéressantes. Merci Bertille d'avoir servi d'intermédiaire avec les internautes.